Bienvenue à tous dans ce calendrier de l'Avent 2025 du Basket Lab. Cette année, pour attendre Noël, une saga Origine de Star où nous replongeons chaque jour dans le passé pour redécouvrir les profils de draft des meilleurs joueurs du monde. Aujourd'hui, 9e numéro, Ja Morant. Et pour ce faire, nous replongeons dans l'article de l'époque de Jackson Hoy sur le site de thestepien.com. Article écrit le 29 juin 2018, pile un an avant la draft de Ja Morant et avant son année sophomore. Origine de Star, Ja Morant. C'est parti. Bien que ce soit toujours compliqué de jauger précisément la qualité d'une draft aussitôt dans le processus, pile un an avant, la classe 2019 semble être la plus faible de ces dernières années. Non seulement cette QV n'a pas de stars évidentes comme Luka Doncic ou Ben Simmons, mais elle n'a pas non plus la profondeur de, par exemple, la QV 2017. Avec ce manque de talent pur, 2019 semble être une année propice à l'émergence d'un joueur sous les radars qui viendrait s'infiltrer jusque tout en haut des boards NBA. Et il n'existe sans doute pas de meilleur candidat pour réaliser cela que le meneur de Murray State, Demetrius Ja Morant. Morant s'est révélé être un des tout meilleurs freshmen du pays l'an passé. Chose que bien peu de monde aurait pu prédire après l'avoir vu non classé dans la QV des lycéens du site spécialisé 247sport.com. La seule et unique offre, formulée de la part d'une fac de haut standing, une high major, fut celle de l'université de son état, South Carolina University. Bien que sous les radars, Morant a alors pourtant explosé dès le début de saison pour ne plus jamais baisser de rythme. Morant était un des seulement 3 freshmen du pays à réaliser un triple-double l'an passé. Et il est devenu le 7e freshman depuis 25 ans à produire 150 assists ou plus, 150 rebonds ou plus et 10 contres ou plus, tout en shootant au moins dans le même temps à au moins 42% d'efficacité sur le terrain. Les 6 autres, Ben Simmons, John Wall, Derrick Rose, Lonzo Ball, D'Angelo Russell et Shai Gilgeous-Alexander. Autrement dit, 3 premiers choix de la draft, Simmons, Wall, Derrick Rose, 2 numéros 2 de draft, Lonzo Ball, D'Angelo Russell, et un lottery pick, note de la rédaction de 2025, lottery pick futur MVP. Il a réalisé tout cela dans une équipe qui a roulé et écrasé la Ohio Valley Conference et a très bien embêté la très grande écurie de West Virginia durant le tournoi de la March Madness. Il n'a, autrement dit, pas simplement accumulé des stats dans le vide. Et le meilleur dans tout ça ? Morant est parvenu à faire tout ceci en étant pourtant le plus jeune joueur de toute la NCAA, ne fêtant ses 19 ans qu'en août prochain. Il est plus jeune que la majorité des freshmen universitaires de l'an prochain. L'énumération des accomplissements statistiques est tout aussi longue qu'impressionnante, mais les chiffres en soi sont bien loin de raconter toute l'histoire. Il y a pas mal de prospects remplissant les feuilles de box-score qui déçoivent une fois passé à l'étude et au révélateur des images de match. Murray State n'est que rarement diffusé sur la TV nationale, donc beaucoup de gens connaissant les exploits chiffrés de Ja Morant ne l'ont en réalité jamais vu jouer. J'ai récolté toutes les images possibles, match complet, highlight ou extrait de match, et j'ai aussi pu voir quelques matchs de Murray State au cours de la saison. Que donne donc Ja Morant une fois passé à ce révélateur du high test ? Lorsque l'on voit jouer Ja Morant, on se rend compte immédiatement qu'il ne boxe pas dans la même catégorie sur le plan athlétique. D'autant plus d'ailleurs au niveau de compétition des mid-majors, mais aussi même face à des high-majors, son talent physique brut crève l'écran. Non seulement Morant peut exploser verticalement et finir bien au-delà du niveau du panier, il est également et dans le même temps très rapide sur ligne droite sur le plan horizontal avec de longues foulées capables d'avaler l'espace en un instant. De par sa capacité à attaquer le cercle et à se projeter nord-sud, Morant était l'un des joueurs les plus dévastateurs de NCAA pour attaquer les close-out et a d'ailleurs mené la NCAA en points par possession sur des situations de drive depuis des spot-up, situation de réception de passe. L'écart entre lui, premier, et le second au classement était similaire à celui entre le 2e du classement et le 54e. En plus de sa capacité à aller au panier, Morant est un finisseur on ne peut plus efficace dans le trafic. D'après les données, il convertit 62% de ses tirs au cercle l'an dernier. Malgré sa charpente assez fine, il attaque très bien les contacts et termine très bien également malgré eux, l'aidant par ailleurs à se rendre sur la ligne de lancer franc assez fréquemment.
Sur les données disponibles de Play-by-Play, Morant a d'ailleurs converti 17 and 1 l'an passé, plus que Trae Young, Colin Sexton et Shai Gilgeous-Alexander respectivement, les 3 meneurs stars du top 15 de la dernière draft 2018. Même lorsqu'il ne peut pas terminer au cercle, son contrôle du corps et sa tendance à attaquer les contacts sont d'excellentes fondations de finisseur. Non seulement Morant peut scorer dès qu'il arrive plus ou moins proche du cercle, c'est aussi un excellent playmaker en mouvement avec une bonne vision, une belle réactivité pour voir les shooters ouverts et les dunkers libres sous le cercle. Il sait comment attirer une défense et fixer un défenseur pour créer une ouverture et possède un dribble très compact, toujours proche de lui, qui est la clé pour lui pour se rendre sur ses spots. Son sens du jeu pour savoir où sont ses coéquipiers est vraiment très impressionnant. Et, couplé à sa précision de passeur, on comprend pourquoi c'est un aussi bon passeur à la fois depuis des positions statiques, tout comme en mouvement. La connexion Ja Morant-Shaq Buchanan sur alley-oop était une arme menaçante pour Murray State cette année et fut largement déverrouillée par son passing précis, même dans de grands espaces et de loin. Murray State n'a finalement pas joué tant que ça de pick and roll vers le cercle, seulement 26% des passes de Morant ont atteint un rollman, de par le profil de Terrell Miller Jr., préférant souvent le pick and pop à 3 points plutôt que plonger au panier. De ce fait, c'est relativement compliqué de déceler le vrai potentiel de Morant sur pick and roll, mais il est tout de même parvenu à être en efficacité dans le 82e centile, mieux que 82% des joueurs NCAA, en tant que porteur de balle de pick and roll, et même 7e parmi les freshmen avec au moins 100 possessions dans l'exercice. L'impact de son passing a été de manière plus générale excellent l'an passé, avec un superbe ratio assist-turnover de 2,5, tout simplement premier parmi les freshmen qui réalisaient 4 assists ou plus, et 6e parmi les joueurs avec au moins 2 assists en chiffre brut sur toute la saison. Ce n'est peut-être pas le skill le plus important, mais Ja Morant a aussi un excellent moteur et sens du ballon des deux côtés du terrain. Son 6,3% de rebond offensif était 4e du pays, parmi les joueurs avec au moins 4 assists par match, et même premier du pays pour ceux à plus de 5 assists par match. Autrement dit, à la fois rebond offensif et passing, un vrai sens pour le jeu. Et cette capacité à créer des actions supplémentaires l'aide à générer encore plus de valeur en tant que joueur loin du ballon, caractéristique clé le temps que son jump shot ne progresse. Sur jump shot, Morant a besoin d'espace pour arriver à faire partir le ballon. Et lorsque la défense arrive à le presser, ça ne se passe pas vraiment bien pour lui. Il a sans doute besoin d'élever son point de relâchement du tir, ce qui pourrait l'aider, au passage, à faire partir le tir plus vite également. Néanmoins, il semble déjà à l'aise pour tirer en sortie de dribble et rentre même plus de 80% de ses lancers francs. Son faible 26% sur catch and shoot à peine confirme qu'il a en effet encore beaucoup de travail sur son jump shot, mais son tir est loin d'être complètement cassé et sa très belle forme de tir sur les lancers francs sont une promesse intéressante. Le 3 points se développe parfois de manière fluctuante, mais Morant pourrait devenir le cocktail parfait si le tir de loin venait à se rajouter à son jeu. Très peu de meneurs démontrent un tel niveau de qualité athlétique et de tels instincts à un âge aussi jeune. Et ceux qui le font finissent généralement par se faire drafter très haut après seulement une année de fac. De toute évidence, c'est bien plus compliqué d'attirer l'attention des évaluateurs à Murray State plutôt que dans une high major fac. Cela dit, Morant possède les outils et les skills comme fondation parfaite que toutes les équipes NBA recherchent dans un jeune meneur de jeu. Avec les seniors de l'équipe Stark et Miller Jr. quittant la fac, Morant se verra donner les clés du camion de l'attaque l'an prochain. Son efficacité pourra peut-être baisser un peu en conséquence avec plus de volume, mais il a tout ce qu'il faut pour exploser au plus haut niveau l'an prochain. Si son jump shot peut s'améliorer et passer un autre step, son pourcentage de lancers francs semblant indiquer certains espoirs à cet égard, ce pourrait être bien difficile de trouver des arguments à l'encontre du profil offensif de Ja Morant. Deuxième partie, défense. Morant est un attaquant très dynamique, mais il est bien moins spectaculaire en défense. Sa charpente, encore loin d'être épaisse, constitue un premier obstacle, et il doit encore arriver à rester concentré et impliqué à tout instant. Cela dit, sa bonne taille pour le poste, 6'3", et ses qualités athlétiques incroyables lui confèrent un potentiel intéressant. Et à cela, on peut d'ailleurs rajouter son sens du jeu très avancé et sa proprioception. Très peu de joueurs de 18 ans ont une telle compréhension des défenses, donc Morant peut avoir le bénéfice du doute, mais cela reste primordial qu'il parvienne à progresser. Pour commencer par le positif, Morant est un playmaker défensif avec les outils pour court-circuiter les actions adverses de par des contres, tout comme des interceptions sur les lignes de passe. Son pourcentage d'interception, 1,6% à peine,
a été relativement décevant vu son sens pour le jeu. Donc, demeure un véritable point à travailler. Mais son penchant pour les contres spectaculaires le font complètement se démarquer du lot. C'est le seul et unique freshman depuis 10 ans, en compagnie de Lonzo Ball, à compiler sur une même saison 180 assists ou plus, moins de 90 pertes de balles et plus de 10 contres sur l'année. Sa marge d'erreur est évidemment très grande de par ses qualités athlétiques et bien plus grande que les autres joueurs de sa taille, se montrant capable de revenir dans les actions même lorsque battu initialement. Il peut concéder un backdoor mais revient à temps sur son attaquant pour empêcher un layup facile. Même s'il anticipe mal un écran et sa charpente très fine rend chaque écran compliqué à traverser, sa vitesse et longueur lui permettent de revenir à temps, contester le tir par derrière. Un aspect sous-estimé de son jeu, par ailleurs, est à quel point Morant est un rebondeur actif, rajoutant un peu de valeur à son profil défensif. Il se bat réellement pour certains rebonds, plutôt que juste récolter les rebonds non contestés qui lui tombent par hasard entre les mains. Morant est néanmoins loin d'être une valeur positive en défense à tout instant. Il est trop rigide et trop haut dans sa posture défensive, et son attention loin du ballon largement déficitaire par moments. Malgré donc des faiblesses défensives, certaines d'entre elles peuvent devenir à terme des forces avec un peu de travail et de développement. Lorsqu'il défend dans le périmètre, il mord sur de nombreuses feintes et n'est pas assez discipliné pour tenir sa posture défensive, mais s'il parvient à canaliser cette énergie débordante, il y a de quoi s'améliorer grandement en défense sur l'homme. Avec son niveau d'effort et ses outils, il possède une bien plus grande marge d'erreur que les autres joueurs de 6-3, même s'il a besoin de jouer plus intelligemment en l'état et gagner en masse musculaire. À ce stade de sa carrière, il ne semble pas pouvoir devenir une grosse plus-value défensive, mais je ne le vois pas devenir un point mort non plus. Ce sera très intéressant de suivre la progression de Morant l'an prochain en défense, alors que sa charge offensive va dans le même temps augmenter et l'obliger peut-être à se reposer un peu plus sur certaines possessions défensives. Mais avec son moteur infatigable, ça ne paraît pas impensable non plus de le voir refuser peut-être ce genre d'économie d'énergie. Qu'il tente ou non d'être un défenseur on-ball oppressant, je regarderai plus particulièrement plutôt sa défense off-ball, le domaine du jeu qui nécessite le plus de progrès actuellement. Conclusion. En définitive, c'est absolument et littéralement incroyable que Ja Morant ait pu passer entre les mailles du filet et à ce point voler sous les radars depuis quelques mois. Certes, il évolue dans la Ohio Valley Conference, toute petite conférence, mais son profil statistique d'élite détonne et il a été en plus vu sur la plus grande scène possible lors de la March Madness contre la grosse écurie de West Virginia. Vous ne trouverez son nom ni sur la mock draft complète de 60 noms de ESPN, ni sur la liste de Sports Illustrated, leur top 60 prospects, ni même d'ailleurs mentionné nulle part sur The Stepien, hormis ici. Il reste imparfait, mais en réalité, chaque prospect l'est. Étant donné à quel point il est jeune, incroyablement athlétique, d'excellents instincts et de bonnes fondations pour le shoot, on pourrait légitimement dire que Morant est le meilleur meneur de la draft à venir, pour l'instant au moins. Ça en dit aussi beaucoup, il est vrai, sur la qualité moins bonne des meneurs de la draft 2019 à venir, mais je vais aller encore plus loin. Je pense que Ja Morant peut tout à fait devenir un top 10 de la prochaine draft et avec le potentiel de grimper même encore plus haut. Comme déjà dit plus haut, les joueurs de son profil ne tombent généralement jamais en dehors du top 20. Le développement de son shoot, de sa défense off-ball et la prise de masse espérée joueront tous un rôle capital dans sa cote pour la prochaine draft. Mais ses faiblesses sont, dans le même temps, moins majeures ou insurmontables que d'autres. RJ Barrett a, par exemple, besoin de raffiner largement son jump shot et resserrer son dribble. Cam Reddish, lui, doit trouver son bouton on-off et enfin parvenir à impacter le jeu constamment. Et John T. Porter doit encore améliorer sa condition physique ainsi que sa finition autour du panier. Et on pourrait continuer ainsi longtemps. Le bon point pour nous, évaluateurs, est qu'on aura une saison complète pour l'évaluer l'an prochain, disséquer son jeu et déterminer sa vraie valeur. Il est vrai, il pourrait ne pas se montrer au niveau d'un top 5 de draft, voire même, pourquoi pas, même pas du calibre top 30 du tout. Mais avec les données dont on dispose aujourd'hui, il mérite largement d'être sur les radars et au grand minimum d'être dans les conversations pour un éventuel premier tour 2019. Et donc, à présent, vous le savez, quelques petits commentaires de notre part de 2025 avec le luxe qu'on a du a posteriori sur à la fois donc l'article de Jackson Hoy, mais aussi donc sur Ja Morant, le joueur. Mais c'est vrai qu'on peut commencer comme ça par le fait qu'on est sans doute sur l'épisode le plus atypique de ce format et du calendrier de l'avant sur ce qu'on a fait pour l'instant et sur ce qu'on va faire aussi sur la suite. Déjà, pour plein de raisons, mais déjà la première, c'est le fait que
Par exemple, l'article vient de thestepien.com. Excellent site de scouting, pour le coup. Mais pourquoi ne pas aller prendre, comme d'habitude, un peu draftexpress.com? En fait, on a le simple fait que Draft Express, le site, a fermé. Voilà. ESPN est venu racheter un peu, ils sont venus prendre Givony, vu que Draft Express ça marchait bien et que Givony est le grand pote de Wojnarowski aussi. Du coup, Givony s'est fait embaucher pour être la figure de proue du scouting chez ESPN. Et pareil pour Max Schmitz, son second, on va dire, celui qui faisait toutes les vidéos. Voilà, ESPN s'est dit, bah tiens, tant qu'à faire. Et si les vidéos de scouting, il y avait le tampon ESPN dessus, plutôt que juste celui de Draft Express, hein, un site concurrent, même si beaucoup plus petit. Donc voilà, Draft Express s'est arrêté, pas de contenu sur Draft Express de la part, enfin sur Ja Morant en tout cas. Donc on allait chercher sur The Stepien, on va en reparler aussi. Mais c'est vrai que deuxième raison pour laquelle le format est atypique, c'est que c'est le joueur le plus tardivement drafté de notre série. Voilà, donc 2019, ça a été le second pick de la draft 2019. Et alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Déjà, premièrement, parce que notre ami, nos amis de thestepien.com, le site également a fermé, très rapidement d'ailleurs, au passage. Donc, on n'a pas accès, il n'existe pas d'article de très bon niveau sur les prospects de la draft 2021, 22, 23, 24. Donc déjà, il n'y a pas ça comme matériel de base pour faire ce format. Deuxièmement aussi, c'est vrai que vu que le Basket Lab est né en 2021, bon, il y a quand même plein de monde de ces années récentes de draft que finalement, on a traité en qualité de prospect où on a bien détaillé l'évolution depuis quasiment le début. Des Evan Mobley ou des mecs comme ça, depuis le tout début finalement du Basket Lab, on en parle. Donc il y a un côté où c'est moins marrant l'évolution. Et puis pareil, Banchero, Chet Holmgren, on a fait les scouting reports même à l'époque, ou ce genre de joueurs. Et puis même un mec comme Anthony Edwards, draft 2020, c'est vrai. Bon, Edwards, pour le coup, c'est vrai qu'on l'a quand même bien documenté, toute l'évolution de sa carrière, jusqu'à aujourd'hui où ça y est, enfin, je suis amoureux du joueur, mais au début, j'étais pas fan. Non, mais voilà, je trouvais ça un peu moins intéressant. Et puis même, de toute façon, c'est aussi des mecs, autre obstacle et aussi choix de ma part, c'est que ce sont des mecs qui n'ont pas encore totalement, qui n'ont rien comme carrière encore pour l'instant. Je veux dire, là, on est au maximum sur 4-5 ans de carrière, sur potentiellement 10, 15 ou 20 pour certains. Donc je me dis, bon, on refera le format, quitte à ce qu'on fasse le format plus tard, dans 5-10 ans, peut-être sur les Edwards, sur les Mobley, on refera ça plus tard, quand il y aura le temps. Mais c'est vrai que j'avais fait un peu ce choix de prendre pas trop des récents, et donc Ja Morant 19 est un peu le dernier, le plus récent en tout cas. Troisième raison également pour laquelle c'est un peu atypique aujourd'hui, le timing du Scouting Report qu'on a lu. Le timing, c'est un article qui est publié au lendemain de la draft 2018. On est le 29 juin 2018, donc on est pile un an avant la draft d'après, la draft 2019 évidemment. Et c'est vrai que c'est donc, en fait, on est au sortir de l'année freshman de Morant et avant sa deuxième année universitaire, celle où il va tout exploser, on va le détailler, mais l'année où il va vraiment se solidifier sa place de numéro 2 de draft, notamment en 19. Voilà, c'est vrai que d'habitude on fait des scouting reports de l'année même. On fait un scouting report de Paul George quand il se fait drafter, donc c'est au mois de juin ou alors au mois d'avril, mois de mai, au maximum février pour Durant ou pour Davis, parce qu'on savait que ça allait être des phénomènes. Donc Draft Express à l'époque c'était permis d'écrire un peu tôt sur eux. Mais voilà, pour le coup c'est un peu différent de ce point de vue-là. Mais alors, ce qui nous amène aussi à la quatrième raison pour laquelle c'est un format atypique aujourd'hui, c'est un peu lié. En fait, pour moi, il y a une espèce de mise en abîme avec le cas de Ja Morant, parce que on évalue le joueur, c'est vrai, donc Ja Morant, Demetrius Ja Morant, mais il y a aussi, on évalue l'évaluateur de Ja Morant en partie, parce que l'auteur de cet article s'appelle Jackson Hoy, et il faut savoir qu'aujourd'hui Jackson Hoy est le directeur du scouting des Memphis Grizzlies, voilà, et même plus que ça. En vérité, Jackson Hoy s'est fait engager par Memphis. Il n'a même pas eu le temps de couvrir la draft 2019 de Ja Morant sur le plan public, pour The Stepien notamment, et sur Internet, etc. Parce qu'en fait, il s'est fait engager par les Memphis Grizzlies au mois de mars ou avril 2019. Donc voilà, il n'a même pas eu le temps de finir l'année. Les Grizzlies l'ont pris, et donc je dis ça aussi pourquoi, parce que pour moi, je rattache aussi beaucoup les deux cas ensemble, le cas de Ja et le cas, donc cette mise en abîme du jeune évaluateur de Jackson Hoy, qui donc, faut bien se rendre compte de ça aussi. Pour le coup, comme il le dit dans l'article, à l'époque, personne ne connaît. Personne ne connaît ce mec de, on va pas dire deuxième division, techniquement c'est pas la deuxième division, ce sont ce qu'on appelle les mid-majors, donc des conférences de première division, mais un peu plus faibles pour le coup, et personne le connaît, personne l'a sur les radars, pas Draft Express, pas donc ESPN Draft Express, c'est les mêmes en 18, mais pas non plus donc Sports Illustrated. En fait, personne ne le connaît. Et là, on a un petit jeune qui arrive et qui dit, les gars, il y a un mec qui s'appelle Ja Morant, et moi je vous dis, il va être top 5 de draft. C'est un peu ce qu'il dit dans l'article. Et c'est aussi pour ça que voilà, il s'est fait un peu connaître là-dessus. Il était un peu connu déjà, c'était un scout amateur, on va parler de The Stepien. Mais il y a un côté où c'est un peu son fait d'arme, on va dire.
Et évidemment, quand Memphis, du coup, se dit tiens, il est quand même sympa ce Ja Morant, on va aller quand même engager le jeune qui l'a trouvé avant tout le monde. C'est un peu l'espèce de coup d'éclat médiatique de Jackson Hoy qui lui a donc permis d'obtenir un poste. Parce que vraiment, pour déceler ce talent-là, alors, c'est pas que lui, hein, il fallait aussi que le talent qui soit sous les radars et que l'anomalie existe. Mais bon, c'est lui qui l'a trouvé, l'anomalie. C'est vraiment lui qui l'a trouvé. Et vous avez vu hein, l'article publié le 29 juin, donc on est vraiment au lendemain de la draft 2018. Et je pense que l'article était prêt depuis des semaines, mais que à The Stepien, on l'a dit, attends, au niveau ligne éditoriale, attends un peu, on va pas tout mélanger. Dès que la draft 18 est finie, tu peux le poster. Mais c'était le mec qui était littéralement le plus en avance, le plus tôt là-dessus, sur son cas, à une époque où personne ne pensait à Morant. Et le mec, même pas un an plus tard, alors qu'il joue dans des tout petits niveaux de NCAA, va terminer en effet deuxième pick. Donc c'est quand même un fait d'armes assez fou qui n'est pas sans rappeler au passage le fait d'armes de Jonathan Givony de Draft Express, qui avait été le mec qui avait médiatisé le premier et le seul Giannis Antetokounmpo en deuxième division grecque, mais on reviendra là-dessus aussi, mais voilà, il y a un peu ce genre de parallèle. Et en plus, bon, je vais pas dire que je les connaissais, hein, pour le coup, on se suivait sur Twitter. Moi, je faisais beaucoup de trucs sur la draft à l'époque, donc on se connaissait un peu là-dessus, on y relayait mon travail, et moi j'aimais aussi beaucoup le leur, etc. Donc, je vais pas dire que je les connaissais, on se suivait un peu dans la bulle du draft, NBA draft. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que le mec, Jackson Hoy, c'était le petit jeune de la bande, quoi. Le tout petit, le mec, il avait 18, 19, 20 ans, quoi, je crois, à l'époque de The Stepien. Et donc, en fait, aujourd'hui, il est directeur du scouting à Memphis, et pas juste dans le front office, hein, directeur du scouting à Memphis. Il a 25 ans, je pense. Un truc comme ça. Donc, c'est. Voilà, pour moi, je relie un peu les deux, et Ja Morant et Jackson Hoy, parce que les deux, il y a un peu ce côté phénomène, un peu ce côté émergence, un peu de nulle part comme ça. Mais c'est vrai que, parenthèse un peu sur The Stepien, je disais Draft Express a fermé le site parce que ESPN a un peu racheté les deux têtes d'affiche. Et du coup, il y a un moment, en 2017, où nous, dans notre bulle un peu de draft, il y a un côté, on se dit, mais mince, où est-ce qu'on va aller, quoi? Parce qu'on savait, moi je savais hein, que pour le coup, ESPN prenait de Givony. Bon, les vidéos, il y en a eu quelques-unes, mais sur les top prospects, pas plus, alors qu'avant, Mike Schmitz, il en faisait sur les 60 de la draft, hein, presque. Mais on savait qu'il y aurait plus d'articles, hein, grosso modo, et on n'a pas eu depuis. Heureusement, il est parti depuis Givony d'ESPN. On verra ce qu'il va faire maintenant, depuis cet été, mais bref. Et donc, on s'est retrouvé en mode, mais qui va nous décrire la draft, quoi? Qui va nous faire des bons trucs? Et là, vu qu'il y a un vide qui est laissé par Draft Express, il y a quelques amateurs à droite à gauche qui se disent bah tiens, nous on a un peu notre blog de notre côté ou notre page, on écrit sur tel site ou tel site, et si on se rassemblait pour créer donc The Stepien, du nom de d'ailleurs le fameux Ted Stepien, la Stepien Rule, mais bon, on va pas refaire cette histoire là. Et donc ils se sont rassemblés un peu cette bande de potes, enfin pas forcément potes d'ailleurs, d'amateurs vraiment. Et en fait, vous connaissez un peu le proverbe chinois Be careful what you wish for. Enfin d'ailleurs, je l'ai pas dit en chinois là, mais le proverbe attention à ce que vous souhaitez, parce que moi à l'époque je voulais rien de plus que waouh, s'il pouvait y avoir un nouveau site qui émerge, et un site bon, voire très bon, voire génial, c'est ce qu'on a eu. On a eu des mecs qui ont été géniaux là-dessus, mais en fait ils ont tellement été bons qu'ils ont été trop bons pour rester dans le domaine public. Et donc aujourd'hui, on a Jackson Hoy qui s'est fait, au bout de même pas 2 ans, s'est fait piquer par les Grizzlies. Hop, t'es parti, tu pars du domaine public, on va dire. Pareil, Kulswicker qui a fait des piges, je crois, un peu à Memphis, à Phoenix aussi, et qui maintenant, au passage, Kulswicker, qui est mon préféré, c'est le vice-président des opérations basket des Rockets. Voilà. Il y a aussi, alors, j'ai pas envie de mélanger les noms, il y a Javier Pesquera aussi, qui je crois est au Rockets ou à Memphis, et Ricky Sciarra aussi, qui est aussi là-dedans. Il y a Shane Derental, qui était le chef de The Stepien, qui était un scout à OKC. Voilà, grosso modo, les mecs, c'était tous des machines de guerre amateurs, ils sont rassemblés, et cette machine de guerre ensemble a fait que on a pu avoir l'émergence de talents comme ça. Donc c'est encore une fois, hein, je parle de ce côté mise en abîme, parce que le cas de Ja Morant, pour moi, c'est The Stepien, et The Stepien, c'est cette belle histoire. Il y a un peu pareil en foot, d'ailleurs, avec les copains de Vue du Banc, qui ont été géniaux pour parler de tactique en foot. Et pareil, du coup, Julien Maumont, qui est parti au Havre pour être assistant GM, alors je sais pas si on dit GM, mais du Havre, du coup, dans les bureaux. Pareil pour Raphaël Cosmidis, qui est parti à l'OL, et puis ensuite à Nice, je crois, actuellement. Christophe, plutôt journaliste, celui qui est à l'équipe, qui est un boss à l'équipe, etc. Florent aussi qui a créé son agence, Florent Tonuti, qui a créé son agence un peu de data et de consulting aussi. Bref, voilà, c'est un peu la même histoire, quoi. C'est-à-dire
des mecs amateurs qui viennent ensemble, ils sont tellement bons pour le niveau amateur qu'en fait ils sont recrutés par le monde pro assez rapidement. Donc voilà, c'est un peu ça The Stepien. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a ce clin d'œil, je trouve, mais bref, fermons la parenthèse de The Stepien, des mecs que j'aimais beaucoup, vraiment beaucoup. C'est un peu dommage qu'on les ait perdus, mais tant mieux à eux. Je dis ça aussi parce que peut-être que dans le basket lab, d'ici 5 ou 10 ans, on dira, bah tiens, mais que fait le GM Jackson Hoy à Memphis ou que fait le GM Coles Wicker du côté de Charlotte ou je sais pas où, et que c'est possible. On verra. Bref, contexte 2019 aussi, pour dire, il y a un moment donné où Jackson Hoy parle du fait que il dit oui, alors la draft 2019 est pas si forte que ça. Je rappelle, niveau timing, on est en juin 2018, on est pile un an avant, et c'est vrai que là, si vous connaissez pas trop, vous dites, mais attends, c'est pas l'année où il y avait Zion, c'est pas l'année où il y avait Zion, le méga phénomène annoncé, etc. Oui et non, dans le sens où Zion, pendant assez longtemps, ces années lycée, et même donc pendant tout l'été et jusqu'au début de saison universitaire, il avait un peu, pour beaucoup, une étiquette de « Ok, t'es un mec de highlight absolument fantastique, mais est-ce que vraiment t'es un top pick ? Est-ce que vraiment il y a ce qu'il faut derrière ?» Bon, en fait, il a fait 2 matchs à Duke, on a dit « Ah ouais, ok, en fait, c'est bon, il y a ce qu'il faut, et c'est effectivement, c'est le top pick. » Mais voilà, du coup, c'est pour ça qu'il y a ce flou, en tout cas, ce truc qui paraît anachronique de « Il n'y a pas de top prospect. » Si, Zion était là. Certains mecs de The Stepien disaient « Oui, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas que des highlights, hein, Zion, c'est un vrai mec, c'est un vrai prospect avec le cerveau, avec tout ce qu'il faut. » Et en effet, ça a été le cas. Donc voilà, ça, on met de côté au bout de 2 matchs, c'est bon. On savait que Zion serait le first pick, et ça l'a été. Oui, c'est marrant de lire aussi des John T. Porter. Voilà, vous avez compris que The Stepien, c'est un site amateur et c'est un peu des hipsters de draft. Ils étaient très chauds sur John T. Porter, que vous connaissez pour l'histoire de Paris Sportif, mais donc est le frère de Michael Porter Jr., mais qui était aussi un espèce de baby Jokic en formation, qui a été beaucoup embêté par les blessures, mais ils étaient très chauds sur lui. R.J. Barrett, qui était le phénomène annoncé pendant des années, et que, bon, c'est un peu Andrew Wiggins, hein, pour le coup, R.J. Barrett, mais bref. Mais alors oui, le truc intéressant, c'est de voir aussi en termes de timing que on a un article qui est très élogieux et qui dit il va être top 5 de draft, ou il peut être top 5 de draft, il peut monter dans les drafts, vu qu'il y a un peu un vide, il peut s'insérer là-dedans tout en haut. Ça a été le cas, mais on est avant son année sophomore. Et je dis ça parce que ça compte, et en effet, on a un espèce de step-up assez... augmentation de niveau, parlons français, de la part de Ja Morant, c'est-à-dire que première année, il est sympathique, mais il est autour des 12 points par match sur 30 minutes de jeu dans une petite fac de Murray State, ok. Et en fait, en effet, les seniors s'en vont. Et donc, Ja Morant a les clés du camion, comme il dit dans l'article. Il a bien prédit ça. Et Ja Morant, en fait, année numéro 2, il est 24,5 points par match en NCAA. C'est fabuleux. D'ailleurs, c'est le premier de total de NCAA cette année-là. 24,5 points par match. Match de 40 minutes. Hein. Donc, c'est des matchs plus courts aussi et moins prolifiques en attaque. 10 assists par match également, en jouant 37 minutes quasiment de jeu par match. Là encore, 37 sur 40. Pas sur 48, sur 40. Donc, en fait, il est tout le temps là. Et en fait, c'est le joueur de l'année sur à peu près toutes les entités qui décernent des trophées. Le All Consensus All America, c'est le joueur de l'année pour le NABC joueur de l'année, le USA Basketball joueur de l'année, le AP, celui des journalistes joueur de l'année, le Wooden journaliste trophée de l'année. Bref, c'est la saison de folie. Et il passe de 12 à 24 points par match. La vraie star, quoi. La vraie star, la vraie explosion. Et c'est aussi ça qui a légitimé un peu, en un sens, son éclosion. Mais en un sens, il y a un côté où l'année numéro 2 à Murray State, il fait plus, enfin, il a plus de ballons et donc il fait plus. Mais c'est pas tant que ça différent de l'année numéro 1. Et en fait, c'est aussi en ce sens où je me dis, mais en fait, est-ce que j'aurais pas dû prendre un article même d'encore avant, pour le coup ? Et dans le sens où, même, en fait, prenons après la NBA. Prenons la NBA. Pour moi, la version NBA de Ja Morant, elle est pas si différente que la version décrite dans l'article, la version freshman. La version il nous dit, hein, c'est un driver qui est très bon, driver d'élite, enfin driver de très très bon avec du passing et top playmaker, mais il n'y a pas de shoot, il n'y a pas de défense. Et lui, dans l'article, il dit, alors si il progresse au shoot et si il progresse en défense, il pourra monter dans les mock drafts et dans les boards. En vérité, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu trop ça du tout. En fait, on a à peu près la même version, en plus fort, d'accord, en plus fort un peu partout, mais on a un peu la version en NBA, ça, c'est aussi encore un mec, le shoot est pas trop là, la défense est pas trop là, et la force, c'est drive et playmaking. Donc là-dessus, déjà, c'est un peu notable de voir qu'on a à peu près le même joueur, mais du coup, moi, je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il était sous les radars ? On va en parler, mais parce qu'il y a des atouts d'élite, hein, et c'est un peu ce que décrit Jackson Hoy, qui encore une fois a eu l'œil et de voir un mec qui aurait jamais dû être à Murray State. Alors je veux dire, avec ce tel cocktail de sens du jeu, qualité athlétique, pas juste bonne, pas juste très bonne, mais élite, et pas élite pour les mid-majors, et pas élite pour les grosses facs, mais élite aussi pour le niveau NBA. Mais qu'est-ce que ce mec-là fout dans une aussi petite fac ? En fait, c'est ça l'anomalie. Pour moi, c'est ça le vrai mystère, parce que, comme dit, hein, vu que c'est à peu près le même joueur en termes de moule, alors plus fort après en NBA, mais c'est à peu près le même joueur,
presque c'est intéressant, mais c'est pas giga intéressant le scouting report de l'époque. Moi, j'ai envie de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il était pas recruté? Parce que on a vu, je crois que c'est Paul George, quoi. On a parlé de Paul George qui était top 200 lycéen, ou pas loin. Je sais que dans cette même cuvée, il y aura aussi Lillard qui est top 200, et Isaiah Thomas aussi qui est top 200. Lillard, on va faire son cas dans cette série des calendriers de l'avant, évidemment. Et bon, Isaiah Thomas, wink wink. Et non, en fait, moi, ma question, c'est comment ça se fait que ce mec qui est aussi bon, qui a un tel cocktail de qualité, pourquoi est-ce que lui, il sait même pas qu'il est top 200 lycéen, c'est qu'il n'est pas classé. Et encore une fois, le site 247sport.com, c'est le seul site qui répertorie à ce point autant de lycéens. Voilà, c'est ESPN, ils font un top 100, 247 Rivals aussi, ils font un top 100, je crois, et 247 Sports, c'est eux qui vont chercher 200, 300, etc. Et donc, pourquoi Ja Morant n'était pas là-dedans? Je me suis renseigné, apparemment, il y a un côté, bon, déjà, un côté, il était moins bon dans les années lycée, mais surtout, il a grandi très tard au lycée. Et donc, ça fait moins de buzz en termes de narratif que, vous savez, Davis, qui passe de meneur à une taille de pivot, waouh, c'est la révolution, etc. Vous connaissez bien l'histoire. Ou alors, si vous ne le connaissez pas, allez écoutez le format qu'on a fait sur lui. Mais ça fait pas autant de buzz. Mais en fait, c'est un peu ça, apparemment. C'est-à-dire que Ja Morant, il se fait pas recruter pendant 3-4 ans au lycée parce que les facs veulent pas trop d'un mec qui fait 5'11 ou 6 pieds de haut, quoi. Et en fait, il grandit assez tard, jusqu'à 6'2 ou 6'3 même, carrément, la taille de Ja Morant. Et puis même développement des qualités athlétiques, c'est venu aussi petit à petit, et même niveau skills, en fait. Il y a tout qui est arrivé très très tard. Donc c'est aussi comme ça qu'on arrive. C'est ça le plus intéressant. Comment est-ce qu'on explique cette anomalie? En fait, il se fait pas recruter parce qu'il a. En fait, c'est pas Ja Morant encore d'avant, mais les qualités et la taille arrivent très très tard dans le cursus high school. Et sauf qu'en fait, tout le monde a déjà fait un peu ses recrutements, etc. Et que donc c'est comme ça qu'on a un joueur. C'est une erreur de casting, en fait. C'est une erreur de casting absolue. Je pense que il y a un mec comme ça par décennie, et encore, je suis même pas sûr qu'on en ait un par décennie, peut-être un toutes les 2 décennies. Mais il aurait jamais dû être là. Il aurait jamais dû être à Murray State. Il aurait dû être dans une autre fac. Et peut-être en un sens, c'est pas plus mal qu'il soit dans une petite fac comme ça. Il a pu faire plus de choses, se développer. Alors que, voilà, peut-être s'il avait été coaché par Calipari, par exemple, peut-être le talent aurait été gâché ou bridé. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on aurait certainement peut-être pas eu la saison 24 points de moyenne et 10 passes décisives. On l'aurait peut-être pas eu dans une grosse fac, un gros programme avec un coach exigeant, avec chaque année des top freshmen, top 20 ou top 30 qui arrivent tous les ans prendre la place ou avoir du temps de jeu. On n'aurait peut-être pas eu ça. Donc au final, c'est pas plus mal d'avoir Ja Morant. D'ailleurs, c'est un point que je voulais aborder tout à la fin, mais peut-être pas grave, on peut le faire maintenant. Mais c'est aussi intéressant, c'est un point de scouting intéressant que j'ai entendu de la part de gens que j'aime bien récemment, parce qu'il y a un mec de Harvard actuellement, un joueur de Harvard qui était très bon à Harvard. Le problème, c'est que la fac de Harvard, c'est un peu la Ivy League, qui est top pour le cerveau et pour les diplômes. mais par contre, au niveau basket, c'est quand même très en dessous. Et donc, il y avait ce truc il a transféré à Florida, ce mec-là, en l'occurrence. Et apparemment à Florida, du coup, il joue pas trop. Et il y avait un argument qui était intéressant de scouts que j'aime bien, qui disent non, mais en fait, idéalement, c'est pas à toi à bouger de conférence, c'est pas à toi à sauter le pas, à monter en compétition pour avoir plus de chances de te montrer ailleurs. Idéalement, il vaut mieux, en général et de manière empirique, rester dans ta petite fac ou petit niveau de compétition et laisser faire les scouts. Laisser faire les scouts avancés, les meilleurs scouts du monde qui, eux, sont capables, même à Harvard, même face à un petit niveau de compétition, donc même pareil pour Ja Morant, c'est pour ça que je parle de ça, même si c'est un petit niveau de compétition, ils sont quand même capables de voir et de scouter, de déceler les bonnes qualités, modulo donc ce côté, oui mais c'est contre des petites équipes, quoi, grosso modo. Et donc là où actuellement le mec de Harvard est un peu en train de se planter à Florida parce qu'il a pas de temps de jeu, littéralement, Ja Morant c'est l'exemple inverse mais il est resté dans la petite fac et il a pu briller. Et en effet, Jackson Hoy ou des mecs de Memphis sont allés le voir. Et pareil, d'ailleurs, je parle de ça, mais on en a parlé récemment cette année, mais parce que Jackson Hoy, qui donc est le directeur du scouting, a fait pareil cette année avec Cédric Coward, drafté par Memphis, et qui a un peu le même cursus. C'est-à-dire que toute petite fac pendant 2 ans, je crois, division inférieure, il transfère dans une plus grosse fac, mais il est blessé. Et il devait transférer, Baptiste, il nous l'a raconté, il devait transférer à Duke pour être un peu, plus grosse fac, se montrer. Il n'a pas eu le temps parce que les mecs de Memphis, même dans un contexte qui est pas top, ils ont quand même bien scouté, ils ont vu ce qu'il y avait à voir, quoi, grosso modo. Donc voilà, petit point comme ça de, finalement, c'est pas le désavantage qu'on croit de jouer dans une division un peu inférieure, parce que normalement, des scouts un peu compétents, ils peuvent voir à travers ça, entre guillemets. Donc ça, c'est aussi un point important. Et donc voilà, l'aspect de l'éclosion très tardive en lycée qui fait qu'on a ce mec qui aurait pas dû être là. Et l'autre question qui est intéressante, mine de rien, c'est par rapport à la transposition du jeu et la transposition de la création offensive, qui est un point central à chaque fois. On a parlé beaucoup déjà dans cette série, notamment, je crois, hier, avec Devin Booker. On a parlé aussi avec, je crois, notre ami Donovan Mitchell. Mais c'est la question pour tous les prospects, c'est, ok, tu fais des choses en NCAA, mais est-ce que tu vas être capable de les faire en NBA? Et autant pour un défenseur en 3&D,
ça se passe sans problème. Parce que mettre des catch and shoot, c'est facile, et que ce soit au niveau NCAA ou NBA, c'est les mêmes types de tirs. Alors que la création, c'est pas pareil de créer face à un mec de 5'11 qui a des petits bras et qui va pas vite en NCAA, ou d'arriver en NBA, tu dois faire face à un mec qui fait 6'5 de taille, qui a des bras de 6'11 et qui est hyper explosif. En fait, là, c'est pas le même tir. Là, il y en a qui arrivent à passer le cap, il y en a qui arrivent à créer malgré un défenseur bien meilleur, plus grand, plus long, et donc malgré, entre guillemets, moins d'espace, alors que d'autres se plantent totalement. C'était ce en quoi Booker est un cas fascinant, parce que lui, n'ayant pas l'explosivité, qui est un peu la base de tout, n'ayant pas l'explosivité, il a réussi à tout de même transposer son jeu. Voilà. Mais il y a d'autres qui se plantent. Alors Booker a réussi. Bon, Doncic a réussi, mais parce qu'il a la taille aussi, on parlera de Doncic plus tard. Austin Reeves a réussi. Le côté je sais comment jouer, et même sans un physique de fou, je sais aller sur mes spots et je sais bien jouer. Donc eux, ils y arrivent. Après, il y a aussi plein de cas où finalement, les mecs n'y arrivent pas, parce qu'il y a des gens qui, justement, face à moins d'espace, ils n'arrivent pas à créer. Et donc, la valeur s'enfuit totalement, et il ne reste plus rien du profil. Et là où c'est intéressant, pourquoi est-ce que ça s'est fait de manière aussi fluide et sans effort avec Ja Morant, c'est que lui, il avait l'explosivité. Et comme dit, je crois que j'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est pas juste qu'il avait une explosivité qui était bonne pour les mid-majors, c'est pas juste qu'il avait une explosivité qui était bonne pour le niveau de compétition des high majors, de Duke, Kentucky, etc. Même pour la NBA, Ja Morant est un athlète du 95e centile ou 98e. En fait, c'est un athlète d'ultra élite. Donc, en ce sens, quand on dit, le profil, c'est un driver. Ok. Mais c'est pas un driver juste un driver à l'expérience, un driver aux skills, un driver en puissance ou en taille face à un niveau de compétition inférieur. Non, c'est un driver explosif. Et donc, en fait, ça a pu se transposer facilement, parce que même face aux défenseurs, les fameux plus grands, plus longs et plus rapides, même face à eux, il arrive à les dépasser. Et il arrive à les dépasser aujourd'hui en NBA. Donc en fait, c'est premier élément qui est aussi la différence donc avec les profils de type Devin Booker ou Austin Reeves, c'est que les prospects de division inférieure, mais qui sont à ce point dotés de qualité athlétique fantastique, en général, il y a moins de doutes par rapport à ça. Et en effet, il y a ça. Mais l'explosivité, elle seule, ne suffit pas. Et si, tiens d'ailleurs, on en profitait pour remettre un taquet encore 4e jour d'affilée à Andrew Wiggins, c'est aussi la différence, c'est que Ja Morant, c'est pas que de l'explosivité. C'est pas que ça. C'est justement, c'est important dans ce thème de transposer la création. Premièrement, explosivité, ok. Deuxièmement, skills et cerveau. Et ça, je pense que c'est un truc sur lequel Ja Morant est sans doute un peu sous-estimé, à mon sens. C'est à quel point il est un athlète fonctionnel, comme j'aime bien l'appeler. C'est-à-dire que c'est pas juste le tout droit, c'est pas juste j'explose, premier pas rapide ou deuxième pas, mais après mince, je sais pas quoi faire ou je suis hors de contrôle. Ja Morant, il y a un aspect de skills balle en main. Il en parle d'ailleurs dès 2018. Le dribble est déjà très compact. Il dit donc très proche de lui, très proche du sol aussi, mais très proche de lui et pas du tout hors de contrôle. Et puis les longues enjambées, et puis le contrôle du corps. Et en fait, c'est un profil certes explosif, mais en termes de contrôle du corps, c'est absolument fantastique. Une fluidité, une capacité à garder l'équilibre partout, en tout instant, et pendant le drive, mais aussi en fin de drive. C'est pour ça qu'il fait des prises d'appui parfois. En fait, il arrive à terminer des drives, et en fin de drive, même quand il n'arrive pas, peut-être pas totalement à dépasser le mec, ou que le mec est assez grand en NBA, il tend le bras pour contester, Ja Morant est capable de se générer des tirs, même quand il n'a pas totalement dépassé, parce qu'il fait des prises d'appui qui sont totalement variées, et que, même si la prise d'appui est pas bonne, par exemple, il saute en l'air, il retrouve une stabilité en l'air de par ses qualités athlétiques de détente verticale absolument bluffante, et une fois qu'il est en l'air, stable, hop, je peux shooter avec le toucher de balle. Et voilà, ça c'est un truc que des tout droits un peu à la Wiggins n'ont jamais eu, et c'est toute la différence, quoi. Et pareil, même pour arrêter, laissons un peu Wiggins de côté. Moi, c'est un peu la différence, on en a parlé dans l'épisode de John Wall, dans notre Pourquoi j'avais tort, épisode 450, je pense, de John Wall, si ça vous intéresse. C'est la différence fondamentale entre John Wall et Ja Morant pour moi. Pour moi, il y a 8 mondes d'écart entre les deux. Certes, John Wall est grand, et plus grand d'ailleurs, plus grand, plus long et explosif, d'accord, mais John Wall en mouvement, en termes de biomécanique et de coordination, et voilà, c'est plutôt un mec qui a des patterns de comment bouger. C'est un mec qui est pas à l'aise, on l'a bien détaillé sur la prise d'appui, sur un appui notamment, ou à partir du pied gauche, etc. Et Ja Morant, c'est l'inverse. Ja Morant, c'est d'une fluidité et d'un contrôle du corps en tout instant, à tout moment, et d'une coordination aussi à tout instant, là où parfois John Wall, c'était juste la fusée, quoi. Et puis pareil pour la finition. La finition, on a des qualités qui sont au service, pour ça que je dis fonctionnel, des qualités qui sont au service de la finition, avec cet aspect que j'ai bien décrit dans toute position, il peut juste sauter en l'air, retrouver un espèce d'équilibre et finir. Donc ça, c'est énorme. Et puis en plus, explosif, skills de ballon, cerveau aussi pour bien lire le jeu, comment s'infiltrer, où s'infiltrer, etc. Mais le toucher aussi. Le toucher est quand même le point principal, j'ai envie de dire, parce que
Là aussi, il y a un monde d'écart avec John Wall, malheureusement. Alors qu'il a fait une très bonne carrière, hein, John Wall, il n'y a pas de problème, que beaucoup ont adoré, et moi aussi j'aimais bien. Mais voilà, on avait bien décrit à quel point au panier, ça n'a jamais été génial. Et en fait, le toucher fait toute la différence chez Ja Morant parce qu'il peut finir dans toutes les positions. Certes, les qualités athlétiques lui permettent de, à peu près, même dans des situations compliquées, de générer un bon tir, de s'ouvrir un angle de layup. Mais ensuite, il faut le mettre, le layup. Et donc là, c'est ce qu'il faut aussi, la différence de est-ce que tu as le doigté ou pas, est-ce que tu as le touché ou pas. Et Ja Morant, il y a ça aussi. Donc en fait, encore une fois, on se rend compte au fur et à mesure qu'on le décrit, mais c'est un cocktail qui n'a rien à faire. 6-3, explosif, coordonné à ce point, détente verticale à ce point, premier pas explosif horizontalement à ce point, les skills, le dribble, le toucher. Mais qu'est-ce que tu fous à Murray State, quoi? Pour le coup, c'est totalement absurde. Totalement absurde. Et là, on parle d'un scouting report, saison freshman. Avant les 25 points par match et 10 assists. Hein. On parle du mec qui montre des flashs à 12 points par match. D'ailleurs, c'est un peu intéressant parce que il y a aussi le fait où on parle de l'indicateur lancer franc. Jackson Hoy parle de l'indicateur lancer franc pour le shoot, mais je trouve que c'est aussi intéressant de le constater pour les flotteurs, justement. Parce que justement, Ja Morant est pas un mec qui va tout le temps pouvoir aller jusqu'au panier de par la taille, on y arrive. Mais c'est intéressant de voir que pour un driver, quand tu es à 80% lancer franc, c'est pas que l'apport de ok, il va provoquer des lancers francs, donc est-ce qu'il peut les mettre ou pas. Moi, c'est surtout ce qui est important, c'est ok, tu es à 80%, ça veut dire que tu as du toucher. Et si tu as du toucher, ça veut dire que tu pourras finir sur drive autre que lancer franc. Aussi des flotteurs, aussi des layups, aussi des hook shots. Et c'est exactement ce qu'on a. Donc, ça aussi, c'est un petit truc. C'est l'indicateur lancer franc qui est intéressant, pas que pour le shoot, mais pour le drive aussi. Et pour le flotteur. Et on peut reprendre le cas de Jalen Brunson ou de tous les mecs. Trae Young aussi. Voilà, c'est bien l'indicateur du toucher, des lancers francs, pardon, pour le jump shot, mais aussi pour le toucher. Et ça se recoupe largement. Après, c'est vrai que on a un driver qui, on a dit, hein, c'est à peu près le même moule, à peu près le même joueur entre 2018, 19 ou 2024, 25 ou 23. On a à peu près le même moule, mais en plus fort en NBA. Mais c'est vrai que le truc, c'est qu'on a peut-être pas un mec. On a un mec qui est bon, ou très très bon en drive, mais pas élite. Et ça, c'est peut-être le truc en NBA qui bloque en partie, je pense, c'est que en fait, il y a quand même un peu l'imitation de un peu de la taille, parce que je pense qu'il est un peu gentil dans l'article quand il dit 6'3, parce que apparemment il a plutôt été mesuré à 6'2 plus que 6'3. Bon, c'est quand même une croissance qui est significative hein, par rapport aux années lycée où il était petit, mais tout de même, je pense qu'il c'est pas un joueur imposant, et surtout, en fait, qui sont quand je parle d'élite, hein, c'est les tout meilleurs de NBA, qui sont les meilleurs drivers, vous le savez, SGA, Doncic, qui sont deux grands ou très grands pour Doncic drivers. Donc en fait, il y a ça, le fait que Ja Morant était plus petit, et donc il y a quand même, j'ai l'impression, un plafond de verre pour l'instant, et peut-être pour toujours, sur à quel point c'est peut-être juste un bon, très bon driver, mais peut-être jamais un top 10, quoi. Jamais un top 10 ou top 5 même, driver, pas à ce point implacable. Voilà, il y a clairement une différence de à quel point tu es inarrêtable, à quel point tu arrives à scorer très fréquemment sur tes tentatives. Par exemple, hein, on peut prendre les stats globales d'efficacité générale ou de drive, mais en fait, les stats un peu par zone sont intéressantes aussi. Au panier, par exemple, notre ami Ja Morant, en fait, il a quoi? Il a 60, entre 60 et 65% selon les années. C'est pas mal hein, d'efficacité au panier, 60-65. Bon, si je prends Shai Gilgeous-Alexander, il était aussi entre 60 et 65 jusqu'en 2023, mais quand il a fait son step-up MVP en 24, 25 et 26, on est à 70% d'efficacité au panier. Et en fait, ça paraît pas grand-chose, hein, c'est que des chiffres comme ça, mais c'est énorme. Un écart entre je suis à 62 ou 63 ou je suis à 70, c'est énorme. Donc là, l'écart, on le voit. Et je dis ça parce que c'est pas que le lancer franc avec Shai, parce que Ja Morant aussi est très bon en lancer franc. Donc c'est pas un truc qui manque. Il est tout de même, c'est vrai, moins bon en lancer franc que Shai et Doncic parce qu'il est aussi moins grand, donc il a un peu moins de coups de sifflet, on va dire, ou d'agressivité peut-être, mais il est quand même très bon lancer franc. Donc c'est pas que le lancer franc. Pour ça que je parle pas de true shooting, de drive. Je parle vraiment d'efficacité au panier quand il y a pas faute. Et donc Shai est clairement au-dessus, 70%, là où Ja Morant est seulement 62, 63 et quelques, etc. Et puis pareil, Doncic, lui, on est carrément 72%, 73%, 76%, 77% d'efficacité au panier. Voilà, c'est la folie encore plus, hein, notre ami Doncic. Et pareil, donc ça c'est directement sous le panier, mais le drive peut aussi s'arrêter parfois avant le panier, dans ce qu'on appelle la short mi-distance, la zone des flotteurs. Ja Morant est clairement mieux que John Wall, qui avait des assez mauvaises efficacités là-dedans. Là, on a un mec qui est à 42, 43, 47%, 45%. C'est cool, hein, très cool. Shai, dans cette zone un peu intermédiaire, depuis son step-up MVP 24, 25, 26, 53%, à peu près 52, 56. Voilà, on est un step au-dessus. Et
Bon, Luka Doncic, pareil, 55%, 54, 53. Voilà, donc je voulais un peu décrire de manière assez factuelle qu'est-ce qui finalement le sépare aussi d'un Doncic ou d'un SG qui sont les deux meilleurs drivers. L'explosivité ne fait pas tout. Et au final, c'est un peu injuste, mais le basket, c'est aussi un sport où la taille compte au final, parce que le panier a une certaine hauteur et que les défenseurs sont aussi à une certaine hauteur. Et donc je pense que là où un Doncic et un SGA sont des plus grands morphotypes, aussi plus lents, donc dans la manière de jouer peut-être aussi, il y a un côté à tirer les fautes ou être peut-être parfois plus en contrôle en fin de drive, mais il y a clairement ce côté où les mecs sont plus efficaces sous le panier et dans les flotteurs que Ja Morant. Et en fait, moi j'en arrive à me questionner parce que du coup, vu que c'est un mec qui le jump shot est pas là, pas trop là, et que le drive est cool, enfin même très cool, mais pas élite, ça fait qu'au final, on a quelqu'un qui, niveau efficacité globale, c'est toujours un peu le truc principal, quand on parle de star notamment, bon, il va être autour de la moyenne NBA finalement. C'est pas un mec qui va aller chercher les plus 10% relatifs à la moyenne de SGA. Mais du coup, c'est vrai que moi, ça m'amène aussi à une autre question. C'est que, forcément, il n'y a pas trop de jump shot chez Ja Morant. Le drive est cool, voire très cool, mais pas l'élite. Donc forcément, ça se répercute aussi un peu sur l'efficacité générale. C'est-à-dire qu'on a un mec qui, pour l'instant, il a une seule saison au-dessus du niveau moyen de NBA. Il a une saison à 102, donc plus 2% en termes de true shooting, plus, les stats en plus, c'est relatif à la moyenne. Donc plus 2%, ok. Et après, on est 96, 98, 98. Voilà, on est à peu près autour de la moyenne. On s'en fout des nuances, mais grosso modo, on est au niveau de la moyenne. Là où un mec comme SGA, par exemple, va taper des plus 10. Plus 10% d'efficacité relative à la moyenne. Et Harden aussi, les méga stars comme ça. Et là, c'est pas le cas. Parce qu'il n'y a pas ce contrepoids par le pull-up. Mais donc le drive est très sympathique, mais limité, en termes de standard d'élite, évidemment. Mais ça pose aussi peut-être la question de l'archétype et de, finalement, quel est ton vrai rôle ? Est-ce que ton rôle, c'est réellement celui d'être un go-to guy du scoring, comme il aime bien être utilisé, pour le coup, et j'ai un peu l'impression qu'il est dans cette optique-là. J'avoue que moi, je l'aime bien en option... j'aime pas trop parler en termes d'options, mais c'est peut-être parlant comme ça, en 1,5, on va dire. Et que je me demande à quel point il n'y aurait pas intérêt à ce que la configuration idéale pour Ja Morant, c'est qu'il y ait une autre superstar à côté du scoring, mais une vraie, de type Kevin Durant, par exemple, méga scoreur ultra efficace, pas trop de passing, mais on s'en fout, ou Kawhi Leonard, voilà, un peu ce prototype. Et à côté, Ja Morant, qui a aussi un gros volume, mais c'est pas de lui qu'on attend le côté implacable, pour le coup, et de l'autre côté, le passing. Et que moi, je rêverais presque plus d'un... Ça n'a pas trop été le rôle pour l'instant à Memphis, surtout encore moins l'an passé dans l'attaque en cercle, etc. Mais j'avoue que presque j'ai envie de voir un peu en Ja Morant, plus en pas tant que ça forcé sur des énormes volumes de création handball où il est sympa, mais pas au niveau des meilleurs de NBA. Et par contre, le passing est quand même génial, quoi. Et c'est là-dessus où plutôt que d'avoir un mec à 40% d'usage, je préférais le voir à 25, 26, 27, 28, un truc comme ça, un peu plus faible, légèrement, mais avec aussi plus de création collective et le passing. Et c'est vrai que ça aussi, je pense qu'au niveau passing, il y a encore un peu des limitations de taille, mais en fait, il surexploite ses mensurations, en un sens. Je pense que tu peux pas faire plus. Alors, il aura jamais du coup le passing d'un Doncic, qui peut passer dans le corner opposé avec sa taille, avec aisance et par-dessus tout le monde, et voilà, tu peux pas l'enfermer. Ja Morant ne peut pas faire ça, mais c'est là aussi où il combine assez bien ses qualités athlétiques et de détente, notamment pour sauter et passer par-dessus. Donc, c'est pas évident, c'est pas tout le temps, mais il peut le faire. Et je trouve que surtout la force, c'est pas tant ça. C'est pas un mec qui va être un scientifique du pick and roll, à être en nuance, à jouer très, très lentement, avec changement de rythme, mettre le défenseur dans le dos, etc. Non, c'est pas trop ça, Ja Morant. Par contre, son super pouvoir, c'est à quel point, avec son premier pas, c'est un mec qui est dévastateur absolu en termes de création de chaos. Le mec peut te créer des décalages à foison, encore et encore et encore. Et surtout, il a le passing à la fin pour en tirer profit. Donc voilà, au niveau du passing, c'est pas du petit espace, c'est pas de la manipulation de défense de très haut niveau, mais c'est la force principale d'une création de chaos, d'impact énorme sur drive, et de finalement un peu être dans le spacing toujours plus grand des années 2020, finalement, 2022, 23, 24, 25, et de plus en plus. Je pense que c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup de valeur pour, on va dire, de gros échantillons au final, et donc pour rattraper un peu l'idée de cet archétype et de ce label que j'ai donné tout à l'heure de l'option 1,5, même si j'aime pas trop option numéro 1, option numéro 2, parce que c'est des définitions qu'on pose et à partir de là on peut faire des raccourcis, alors que par exemple il peut y avoir 2 numéros 1 dans une équipe, ou bref, on s'en fiche. Mais en fait du coup il y a plutôt, on va le dire comme ça, l'idée de c'est pas un chapeau 1 scoring, c'est-à-dire et volume et ultra méga efficacité. Alors ça peut paraître hyper sévère, mais là encore une fois dans cette série on parle des stars de NBA, donc c'est avec des standards et des attentes de méga giga superstars à chaque fois top 3, top 5 NBA, etc. Et donc en fait, je pense que c'est pas un chapeau 1 de scoring pur, de handball, alors qu'il essaie un peu d'entrer dans ce rôle-là. Et de l'autre côté, j'apprécie beaucoup son passing, mais
c'est vrai que ça n'a pas encore été totalement optimisé pour l'instant. C'est-à-dire que, notamment, collectivement, je pense que c'était très bien d'avoir Steven Adams en poseur d'écran très dur, et c'est pour cela qu'a été drafté en partie l'ami Zakidi, à mon avis. Mais bon, l'an passé, c'était aussi une attaque sans écran. Donc, qui a aussi ses avantages. Hein. On va pas cracher sur l'attaque sans écran, qui fait aussi de bonnes choses à Miami avec 2-3 bouts de bois. Donc, je pense que, et en plus, voilà, les Cavs font un peu pareil, hein, une attaque avec à peu près les mêmes principes, et ça marche quand même pas mal en termes de mouvement off-ball. Donc, il y a de bonnes choses dans cette attaque. Mais c'est vrai que on a l'aspect de pick and roll qui est une des forces de... Alors, justement, je viens de dire pas le pick and roll, le petit espace, mais au moins un écran pour déverrouiller le drive depuis très loin. Donc, c'est pas un pick and roll à la Chris Paul, en mode savant, en mode très lent. C'est un pick and roll, tiens, un vrai bon écran au début pour exploiter ensuite l'explosivité derrière dans de grands espaces. Et ça, on l'a pas trop eu. Et puis, deuxièmement, en termes de contexte, c'est vrai que Ja Morant, il fait des merveilles en 2022, mais on n'a jamais eu un vrai spacing pour Ja Morant, malheureusement. Et c'est un des problèmes de Memphis depuis le début, en fait, clairement. Peut-être aussi parce que comme il a besoin d'avoir un Steven Adams ou un Zakidi, peut-être en partie, on va se dire, ça fait déjà un non-shooter en plus. On a en plus la chance, paradoxalement, d'avoir un poste 4, Jaren Jackson, qui shoot très très bien pour un poste d'intérieur. Donc lui, c'est une bonne menace à 3 points. Mais on a toujours eu soit des Dylan Brooks, qui étaient à l'époque pas top à 3 points, généralement, le spacing est pas top. On a toujours soit Desmond Bane, soit Luke Kennard, depuis 2-3 ans. Et autour, c'est pas top. Donc là, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un step supplémentaire en termes de passing là-dedans, de lui donner plus d'écran peut-être, et surtout dans un meilleur spacing. Ça pourrait être cool pour un peu booster cette création collective. Et donc en fait, quand on mélange l'un et l'autre, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose ou quelqu'un, une option 1,5 qui assure le fond de jeu, pendant qu'à côté, il faudrait qu'il y ait un autre archétype du genre Kevin Durant. Est-ce que ça vous parle, ça? Aussi un driver dévastateur qui était le moteur collectif de l'attaque, tout autant que le score d'isolation qui n'avait pas de passing. Bon, Russell Westbrook, évidemment. Il y a un côté comme ça chez lui, je pense, chez Ja Morant. Alors, le style, d'un point de vue stylistique, c'est très différent. Westbrook, c'est une explosivité de puissance, quoi. C'est du rentre-dedans. Là où Ja Morant, c'est beaucoup plus fluide, un peu plus petit aussi. Et voilà, stylistiquement, c'est pas pareil. On est d'accord. Westbrook a aussi tenté plus de pull-up. Je suis pas sûr qu'il ait une bien meilleure réussite que ça, même s'il il est quand même un cran au-dessus. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus un pull-up de très très haut niveau. Donc, d'un point de vue style, c'est un peu différent. Mais il y a quand même un peu cette idée que l'itération d'OKC avec un méga scoreur un peu go-to-guy et un peu scoreur implacable, comme j'aime bien l'appeler, le scoreur implacable, et à côté l'autre qui est peut-être pas un scoreur chapeau 1 en termes de volume et efficacité, mais qui assure le fond de jeu. Finalement, je pense que c'est un peu ça, le modèle d'équipe un peu idéal pour Ja Morant, à mon avis. Et pas le côté, tiens, prends 36 ou 37 ou 38% d'usage comme actuellement, où il aime bien voir ses possessions d'isolation, etc. Mais parce que, en fait, il faut un peu des deux. Et c'est aussi là-dessus où tout n'est pas linéaire, et c'est pas, tiens, parce qu'on parle des Warriors aussi. Les Warriors, ouais, la motion offense, d'accord. Mais même les Warriors en playoff, comment est-ce qu'ils font dans les fins de match? Comment est-ce qu'ils font, même parfois pas dans les fins de match, mais quand ça va mal? Il y a de la création frontale et directe. Et pour autant fabuleuse qu'ait pu être la motion offense, les post-up split, etc. En fin de match et en finale et partout, c'était soit Curry qui va punir un switch, 1 contre 1, soit le pick and roll Durant et Curry, dans la grande époque, qui était le pick and roll parfait, parce que tu savais pas s'il fallait faire 2 contre 1 sur l'un ou sur l'autre, ou alors si tu switches, les deux ils peuvent te punir. Enfin, c'est une attaque très frontale. Et je pense que c'est peut-être d'ailleurs un peu ça qui manque actuellement. Il y a un peu trop de motion et pas assez de vraies percussions, au passage, mais bref. Et je pense qu'en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Morant peut assurer un peu sur 90% du temps, si on caricature beaucoup, hein, il peut assurer un peu le bon fonctionnement sur la majorité des minutes en termes de création de jeu collectif, mais il n'a pas ce scoring implacable. Il n'y a pas ce truc d'un contre 1. Et à l'inverse, tu peux dire pareil. C'est-à-dire Kawhi Leonard ou Durant, ok, ils ont le 1 contre 1, mais mince, tu regardes sur de gros minutages, gros échantillons avec que eux et pas de playmaker à côté, c'est cool, c'est pas la folie non plus, quoi. Donc en fait, c'est un peu, il faut un équilibre des deux. D'où les Warriors, d'où pareil, nos amis les Cavs, avec LeBron James qui est un peu c'est un cas à part. On met de l'autre côté LeBron James à la limite, mais il y a un peu ce truc où il faut les deux. Et d'ailleurs, on parle de Ja Morant, j'espère qu'il peut avoir un peu ce truc de 1,5 du Westbrook de l'époque où il y avait Durant, pas de l'époque d'après, hein. Pas de l'époque énorme volume, etc. Mais finalement, les chiffres un peu de Durant et Westbrook sur les 5-6 ans où ils sont ensemble, échantillon énormissime. On regarde un peu le on-court, OKC était aussi bon en attaque quand il y avait que Durant que quand il y avait que Westbrook. Alors qu'en tant que scoreur, notre ami Westbrook est bien moins bon, mais parce que l'attaque fonctionnait différemment. Impact sur drive, playmaking, etc. Donc vraiment, j'espère que, vu qu'on est que en milieu de carrière, comme dit tout à l'heure, on est sur un épisode atypique, on n'est pas sur un épisode en racontant les 15 ans de carrière de Paul George.
J'espère retrouver un peu ça comme mentalité, comme modèle, mais justement, lapsus, parce que je pensais à ça, je suis pas sûr qu'il en ait la mentalité, je pense lui, il aime bien un peu ce côté go to guy. Alors qu'au final, peut-être que déverrouiller un peu plus de playmaking et réduire un peu lui son propre scoring, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, je dis pas, c'est pas tout blanc tout noir, hein. C'est pas une équipe avec Ja Morant en leader d'attaque, on va dire. Ça fait de bonnes choses. On n'est pas là pour dire c'est soit 100%, soit 0. Non, ça fait de bonnes choses. Une équipe avec Westbrook, qui ensuite a été héliocentrique et tous les ballons, ça fait de bonnes choses. Ça fait des trucs pas mal. On est quand même loin du plafond et du niveau maximum auquel peuvent amener d'autres moteurs d'équipe ou d'autres configurations d'équipe. Westbrook tout seul, pour moi, c'est OK, il y a plus de ballons et dans son prisme, à lui, la production était plus grande. Est-ce que les attaques étaient meilleures ? Ben non, pas forcément. Et est-ce qu'il aurait peut-être pas mieux valu garder un peu ce Westbrook option 1,5, on va dire, c'est-à-dire quand même un bon volume de scoring, mais pas non plus des tonnes. Et à côté, quand le fond de jeu ça marchait pas, qu'il y avait des situations où il fallait être un peu plus frontal, il y avait Durant. Bah c'était quand même plus intéressant. Moi je trouvais ce modèle-là. Donc voilà, peut-être on va s'arrêter là sur ce côté-ci de Ja Morant. Mais bon, pour le coup, moi, je pense qu'il y a quand même un certain plafond par rapport à ça. Parce que pour l'instant, on peut dire oui, il a que 5 ans de carrière, peut-être qu'il peut exploser ensuite. J'ai quand même du mal à voir, où est-ce qu'il va aller gratter de la valeur en l'état. Ou alors, de nulle part, du duo de ces 6-2, ça devient le meilleur driver de NBA, mais je vois pas trop comment. Ça paraît improbable. En tout cas, pour l'instant, ça paraît improbable parce que, comme dit, pour dominer, il y a quand même la taille, il y a quand même la puissance, il y a quand même des éléments qu'il a pas trop. Donc, est-ce que le drive peut s'améliorer ? Il peut être mieux optimisé. Est-ce qu'il peut exploser top 5, top 3 à NBA ? Je suis pas sûr. Et le pull-up, c'est pareil, on n'a pas trop discuté, mais faisons un peu la transition justement avec le pull-up et le shoot. Le shoot n'est jamais vraiment venu. Alors, en un sens, le shoot est comme dit Jackson Hoy à l'époque en 2018, et je suis un peu d'accord, le shoot n'a jamais été à ce point catastrophique avec Ja Morant. C'est un mec qui est capable, c'est un mec qui, je dis pas qu'il fait des bons pourcentages, mais il a un petit pull-up déjà à mi-distance. Le problème, c'est qu'il a c'est un peu trop unidimensionnel, c'est pas très dynamique, c'est pas très dans l'adaptation, c'est-à-dire oui, on te libère la tête de raquette et tu fais ton petit step back, il n'y a pas beaucoup de séparation qui est créée avec le défenseur, le tir est relâché encore très bas, comme il disait déjà à l'époque, donc il y a ce côté où le pull-up, il existe, il est passable, on va dire, il est passable, il est ok, c'est mieux que rien, hein, c'est ok, c'est mieux que je pense un Giannis à mon avis, ça peut se débattre, c'est quand même 2 ans que Giannis il l'aimait, c'est long 2, mais pour moi il n'y a pas la menace. Mais oui, c'est peut-être un peu la déception pour Jackson Hoy, pour d'autres qui l'avaient scouté, qui espéraient peut-être avec l'indicateur lancer franc, l'indicateur de la forme de tir elle est belle, peut-être qu'on peut avoir un shooter à 3 points. On est à 31% en carrière sur 4 par match et on est avec des volumes, des bons volumes parfois, mais 30%, 27%, 30%, 34% c'est son pic en 2022 et même 34% c'est en dessous de la moyenne et après c'est de nouveau 30%, 33%, voilà, c'est quand même pas top. Et du coup, on vient aussi à cette problématique, vu que je parle de cet archétype il faudrait qu'il ait une superstar à côté. Le problème, c'est que pour avoir une superstar à côté, et donc un mec qui va prendre aussi beaucoup de ballons, de création en plus, il faut que toi, tu sois une valeur off-ball. Or, le fait qu'on n'ait pas ce 3 points qui soit venu, notamment le pull-up d'accord, mais le fait qu'on n'ait pas trop cette menace off-ball, ça fait qu'on a quelqu'un qui n'est pas top loin du ballon. Et donc, forcément, si tu dis, OK, il faut qu'on rajoute un Durant là-dedans ou un Kawhi Leonard là-dedans pour scorer les 1 contre 1 un peu direct à côté de Morant, OK. Mais est-ce que ce Durant est optimisé quand, à une passe près, le défenseur de Ja Morant va l'abandonner parce qu'il ne le craint pas à 3 points ? Donc, vous voyez qu'on arrive aussi à ce genre de problématique en termes de construction d'équipe et d'archétype et de manière d'utiliser. Parce que, OK, on-ball, c'est peut-être pas parfait. En même temps, les minutes off-ball, c'est peut-être pas cool non plus. Donc, même si c'est pas parfait, est-ce qu'on ferait pas mieux de surutiliser on-ball Ja Morant pour contourner un peu l'effet de baisse parfois de 100 ballons. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et c'est un peu dommage que ça ne vienne pas parce que je suis quand même d'accord que toucher de balle et mécanique pas si mal que ça, on espérerait au moins avoir un peu plus, quoi, pour le coup. Et ça pour l'instant n'est pas trop. Et pareil, il n'y a pas non plus d'activité au niveau de pas tant que ça de cut ou de choses comme ça, donc c'est un peu dommage pour le coup. Et je pense que c'est un truc qui pourrait être totalement scripté en plus. On parle d'activité un peu organique du mec qui est sans la balle, qui décide de tiens, la défense elle va là, donc je peux couper dans le dos. Il y a ça. Après, il est tellement explosif que je pense qu'on pourrait gratter encore plus de valeur sur des vrais systèmes scriptés pour que lui fasse un backdoor, pour que lui, ça arrive déjà, il y en a quelques-uns, mais pas des tonnes. Donc là encore, tout le truc de comment est-ce qu'on construit une équipe avec Ja Morant là-dessus, quoi. Est-ce que tu te contentes de Ja Morant, gros volume, première option, entre guillemets, mais il y a un plafond, ou est-ce que tu essaies de la mettre à côté d'une star plus créateur, plus frontal, etc. Mais tu arrives aussi vers les problèmes de fit et les fameux rendements décroissants.
Et là encore, c'est pour ça qu'un mec comme Kyrie Irving est le génie de cette ère et la superstar des superstars de ce point de vue-là, c'est qu'avec Kyrie, il n'y a jamais de rendement décroissant. Quand 2 plus 2, ça fait toujours 4, voire 5, voire 6 avec Kyrie, parce que tout se combine bien entre eux. Alors que un Ja Morant, il est peut-être un peu plus fort sur le playmaking, par exemple, mais Ja Morant, 2 plus 2, parfois, ça fait 3, quoi. Parce qu'il y a des rendements décroissants quand tu mets 2 stars à côté, 2 créateurs à côté. Donc voilà, ça, et puis la défense, on peut en dire 2 mots aussi, mais au final, voilà, c'est aussi un point, malheureusement, un point noir du profil, c'est qu'on a ce côté où le potentiel s'est jamais vraiment réalisé, et que il parle beaucoup de s'il arrive à canaliser l'énergie de tiens, il mord sur toutes les feintes, il est très actif, hyper actif parfois, pas discipliné mais hyper actif, cette énergie a jamais vraiment été canalisée, et même je vais dire l'inverse, en termes de vaste communicant, il a tellement impliqué d'énergie en attaque en NBA dans ses années stars, enfin depuis le début donc quasiment, que en fait le niveau d'effort défensif a jamais été vraiment bon, en tout cas jamais au-dessus de la moyenne de manière constante. Et il y a, même s'il fait 6-2, 6-3, c'est pas immense, mais c'est une bonne taille, très long bras, athlétique. Tu pourrais aussi t'imaginer qu'ils sont un peu meilleurs on-ball, c'est pas le cas, quoi. Et c'est pas, je trouve que c'est pas que l'aspect de très fin et pas puissant, et donc il peut un peu se faire cibler. Je trouve qu'on pourrait avoir plus et beaucoup mieux, et qu'on n'a pas on-ball. Et pareil pour la défense off-ball. Bon, au final, c'est pas fou non plus. Et vu les outils décrits par à l'époque Jackson Hoy, qui sont les mêmes aujourd'hui, intelligence de jeu, sens du jeu, longueur, explosivité, donc c'est pareil, quand tu fonds sur un ballon et que t'es explosif, ça appuie, donc t'as plus de chances de l'avoir, évidemment, très, très basiquement. Vu les outils qu'il a, et quand tu compares sa faible production, on va dire, de ligne de passe, etc., ça ne peut être qu'un niveau d'effort, en un sens. Et en 2018, il parle du fait que oui, finalement, vu de tous ces outils, on est sur un pourcentage d'interception qui est très faible et très décevant, dit-il. C'est un peu pareil en NBA, un peu pareil, 1,2% de steal percentage, 1,2, 1,4, 1,0. En fait, on est sur des scores qui sont très, très, très mauvais. Pour dire, les très bons scores, c'est autour des 2, 3, quoi, pour le coup. Donc, voilà, un peu dommage aussi ce non-accomplissement de la défense. Voilà, au final, pour Ja Morant, et comme dit, l'histoire n'est peut-être pas finie. Comme dit également, peut-être qu'on revisitera le profil bientôt en cas de trade, ou je veux dire dans 5-10 ans, peut-être. La carrière n'est pas finie, il est encore très jeune, il n'a que 26 ans, avec quelques déboires hors terrain, pas très grave non plus, il n'a pas non plus été suspendu 4 ans de NBA, mais des petits problèmes, des blessures, la situation a ce temps depuis 2 ans, on va dire, à Memphis, donc quid de ça aussi, pour le coup, du côté attitude, etc. Moi, je jette pas l'éponge. J'aime quand même beaucoup le profil quand il peut être bien optimisé. Je pense qu'il n'a pas encore été bien optimisé. Mais voilà pour cet épisode. Un peu atypique, je l'avais dit au début, qui a été un peu moins orienté scouting en un sens, mais parce que vous avez bien pu constater qu'au final, la version de 2018, c'est la même qu'en 2025, c'est juste qu'il est un peu plus fort, mais finalement c'est un peu la même chose partout, quoi. Donc voilà pour Ja Morant, la belle histoire aussi également, l'éclosion sortie de nulle part parce que anomalie de se retrouver aussi bon à un aussi petit niveau. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai à peu près tout dit, et on se dit à demain pour un prochain Origine de Star. Ciao.